Justement, si depuis les années 80, on dispose de plus en plus de moyens de lutter contre la stérilité, le sujet reste encore parfois tabou, surtout s'il s'agit d'une infertilité masculine. D'où vient ce tabou et comment a-t-il évolué? C'est un reportage de Pauline Merle. C'est un tabou et on a honte, donc on n'en parle pas du tout. On a peur du regard, on a peur de décevoir sa famille, tout simplement. D'en parler à ses parents, à ses frères et sœurs. Ouais, c'est un tabou. Ouais, c'est un tabou parce que justement, mon entourage est surpris que j'arrive à en parler aussi facilement. C'est plutôt un truc qu'on va cacher. Pour un homme, c'est quelque chose qui est tabou, qui met en cause un petit peu sa virilité. Et donc, en parler, ça serait pas bon pour lui, tout simplement. C'est le ressenti que j'ai eu, je pense que c'est le ressenti de beaucoup de garçons. La stérilité masculine, un tabou qui ne date pas d'hier. Déjà au XVIe siècle, pour savoir si un homme était fertile ou stérile, on s'en remettait à d'étranges recettes. On met la semence dans un verre d'eau. Si la semence plonge et coule, c'est une semence qui est fertile. Donc l'homme est fertile. Si c'est une semence qui se dilue et se mélange dans l'eau, c'est que l'homme est stérile. Mais à l'époque, la fertilité de l'homme n'est jamais remise en question en première intention, surtout chez les têtes couronnées. S'il y a un souci, c'est toujours la reine. Et par conséquent, on trouve sous les Mérovingiens des reines qui seront répudiées, des concubines qui seront répudiées pour une raison, elles ne donnent pas de descendance et donc elles sont vues comme stériles. Une remise en cause qui aujourd'hui encore reste compliquée pour les hommes. On se dit, oui, est-ce que ça vient de moi? De qui a le problème en fait, mais chacun pense que c'est soi, donc ma femme pense que c'est elle, moi je pense que c'est moi. C'est pour cela qu'au XVIIe siècle, on va chercher toutes sortes de raisons grotesques pour justifier l'infertilité masculine. D'un côté, c'est le mauvais œil, donc on pense qu'en fait, quelqu'un vous a jeté un sort, et à côté, il y a aussi des prescriptions médicales. Les médecins imaginent que si le sexe de l'homme a une mauvaise orientation, s'il est trop grand ou mal orienté, eh bien, il va donner une semence qui sera perdue. Et face à la stérilité masculine, hier comme aujourd'hui, le moment le plus douloureux pour les hommes concernés reste l'annonce. Elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai reçu les examens et c'est toi qui est infertile. Forcément, la terre s'ouvre un peu sous les pieds. On se dit, ouah, bah mince, j'avais des rêves de famille, d'enfants, et peut-être que ça arrivera jamais. Je me souviens très bien d'une image de domino, avec toutes les images qui tombaient les unes après les autres, les projets d'enfants, tous ces moments de vie de famille qu'on avait prévus et qui peut-être n'arriveraient jamais. C'est la science qui, en 1992, va venir au secours de la stérilité masculine grâce à l'ICSI, une technique de fécondation in vitro où il suffit d'un seul spermatozoïde sain pour espérer une grossesse en l'injectant directement dans l'ovocyte. Cette technique a permis de traiter, on va dire, presque toutes les stérilités masculines, puisqu'il suffit d'un seul spermatozoïde pour obtenir un embryon et une grossesse. Donc c'est une véritable révolution. Avant, les hommes avaient le choix entre les hommes stériles avec une stérilité sévère, avaient le choix entre l'adoption ou le don de spermatozoïdes. Dernière avancée scientifique en date, en cas d'absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat, on peut aujourd'hui aller en chercher directement dans l'épididyme, principal canal qui transporte le sperme. Ça, c'est vrai que c'est une deuxième révolution, puisque même en l'absence de spermatozoïdes complètement dans le sperme, on a une possibilité d'avoir une grossesse. Moi, j'ai bénéficié d'une ICSI et qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Un bout de chou qui va bientôt avoir 2 ans, qui fait notre bonheur. Pour moi, transmettre les gènes, oui, c'était quelque chose d'important. C'était ça aussi, l'annonce de l'infertilité, de se dire, mon rêve s'écroule en disant j'aurais vraiment aimé avoir un enfant qui me ressemble. Moi, la première chose que j'ai pensé, c'était je vais pouvoir être père de mon propre enfant. Parce que le don de spermatozoïdes me posait un problème. Donc c'était simplement ça, c'est que je vais pouvoir avoir un enfant avec mon épouse. Oh, nos papas chouchous! On les adore. Nos papas chouchous. Alors...